Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce nouveau film. On va d'ailleurs aller aujourd'hui dans le film d'animation. Et cocorico, pour une fois, je vais parler d'une création bien française, Le Roi et l'Oiseau. Laissez-moi vous emmener dans un monde plein de poésie, d'innocence et de rêves à atteindre. Notre histoire prend place dans un pays imaginaire, le royaume de Tachycardie. À sa tête, un roi prétentieux, mesquin et vaniteux. Le roi Charles, 5 et 3 font 8 et 8 font 16. Au cœur de ses palais démesurés, il passe ses jours à se faire flatter, à tourmenter ses sujets ou se faire des parties de chasse spectaculaires. Vive sa Majesté! Vive sa Majesté! Elle a fort bien tiré! Vive sa Majesté! Bravo! Dans ce quotidien, un élément vient le mettre de travers. La pincée de poil à gratter dans le dos. Le gravillon dans son soulier à boucle. C'est l'oiseau. Un grand volatile bariolé, tchatcheur, blagueur, savant. Le Lucchini des nuages, le Belmondo des cimes. L'oiseau, c'est bien le seul être qui ose tenir tête au roi. Misérable, me parler sur ce ton? Quand le souverain n'est pas occupé à bâtir de nouvelles statues à son effigie ou écraser ses sujets, il veut absolument choper l'insolent emplumé pour lui faire sa fête. Au milieu de cette guéguerre, dans un monde bien morne, deux petits jeunes, une bergère et un ramoneur, sujets de tableaux qui s'aiment tendrement, s'enfuient de leur peinture pour explorer le vaste monde et s'aimer en paix. Manque de bol, le roi a des vues sur la bergère. Et dans un royaume dédié à sa gloire, nos petits amoureux vont avoir besoin d'un bon coup de pouce pour s'en sortir. En fait d'histoire, l'un des deux réalisateurs pitchera le film en ces quelques mots. C'est l'histoire d'un roi très mauvais qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d'expérience. Il y a aussi des animaux qui sont très gentils, deux amoureux et beaucoup de gens épouvantables. Mais alors, comment est-on parti de rien pour en arriver à ce film ? Disons que la création a été pas mal rock'n'roll. Dans les années 30, Paul Grimaud était en France un des pionniers du dessin animé. Avec sa société, Gémeaux Productions, ses courts-métrages en venaient carrément à talonner l'éclat de ceux de Disney. Il ambitionne en plus d'ajouter à ses œuvres une portée philosophique et qu'elles puissent aussi bien s'adresser à un public adulte. Son nouveau projet, c'est de passer à un long métrage. On veut un Blanche-Neige et les 7 nains, mais français. Et pour avoir une bonne dimension poétique, il va appeler avec lui au scénario son BFF, le poète Jacques Prévert. Rien que ça. Les deux vont s'appuyer sur un conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur. Rien qu'avec ce matériau de base, personnellement, j'ai un besoin viscéral de voir le résultat. En 1948, on lance la production du long métrage et tout s'annonce génial. Des financements très importants, deux réalisateurs plus investis que jamais, une équipe composée d'une centaine des meilleurs artistes et techniciens de l'époque. Génial! Red, t'es génial! Tout est génial! La répartition des animations de chacun aurait même été choisie en fonction de la vie personnelle des animateurs. Les plus épanouis sur le plan familial hériteront de la bergère ou du ramoneur. Lui qui a un handicap au quotidien se chargera des policiers, qui rament pas mal s'ils doivent se déplacer rapidement ou dans les scènes d'action. Cette période bénie durera 2 ans. Or, un beau jour en 1950, c'est la cata. Du jour au lendemain, le producteur principal, André Sarru, se met en rogne car au bout d'un moment, des tas de soucis, d'abord pas bien graves, viennent finalement bloquer la machinerie si bien huilée. Le devis initial avait été mal évalué et au bout du compte, ça coûte un bras cette histoire. La production est en chantier depuis plusieurs années. Les coûts se révèlent pharaoniques. L'équipe d'animateurs est taxée de perfectionnisme à outrance. Une partie est d'ailleurs licenciée pour limiter les coûts. Puis, pour en finir avec ce chantier interminable, il est demandé de bâcler les scènes pas encore terminées, d'ignorer la continuité de l'action d'une scène à l'autre, de délocaliser la production à Londres. Grimaud se souvient, nous ne voulions pas nous l'avouer, mais c'était déjà une usine. En fin d'année, le pire arrive. Grimaud lui-même est remercié.
Prévert, choqué de cette décision, ne se reconnaît plus dans ce projet chimère où on le harcèle pour le moindre sou, où il n'a plus le moindre pouvoir de décision, et il finit rapidement par se désolidariser publiquement de la production. L'équipe d'animation restante se scindra en 2 camps. La team Grimaud-Prévert, qui jettent leur tablier et s'en vont avec eux par respect, et la team Sarru, qui veut finir coûte que coûte le film, peu importe ce qui va en sortir. Sans ces 2 créateurs à sa tête, le film sera monté en dépit de leurs souhaits et idées de base. Par contre, un casting over the top est quand même mis en place, avec les voix de Pierre Brasseur, Anouk Aimée et même Serge Reggiani. Il en sortira en 1953 La Bergère et le Ramoneur. Et malgré un prix gagné à la Biennale de Venise, ce film sera publiquement désavoué par Grimaud, ce qui sera bien mentionné par un texte avant les projections. Le film ne connaîtra finalement pas de succès, sera oublié par la postérité et mènera la société Gémeaux de Grimaud à la faillite. Celui-ci, dégoûté par la tournure de l'histoire, laisse tomber l'univers de l'animation et se tourne vers la réalisation de films publicitaires. Les années passent et nous arrivons tout doucement en 1967. Grimaud parvient à racheter les droits et l'ancien négatif de La Bergère et du Ramoneur. L'idée de remettre les choses sur les rails le travaille. Un goût d'inachevé, on dira. Le film d'animation que lui et Prévert avaient imaginé dès le départ, leur vrai bébé. Mais il reste quand même avec un film plus ou moins maudit sur les bras. Beaucoup de gros problèmes le font douter dès le départ. Déjà, les dessins, décors, cellulos et autres bases de travail ont tout simplement disparu dans la nature. Personne n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, s'ils avaient été détruits, dispersés, archivés. Il faudrait donc recréer l'intégralité du Roi et l'Oiseau à partir des restes de La Bergère et du Ramoneur. Et bien entendu, trouver les financements. Il se mettra finalement au turbin après avoir remué ciel et terre pour rassembler les fonds, tout en conservant contre vent et marée une production française avec l'équipe que lui avait choisie, et réaliser plusieurs courts-métrages comme gage de fiabilité. Il s'en va tout content commencer la mise en chantier début 1977, bien entendu avec son BFF Prévert. Et c'est au moment de commencer tout ça que... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jacques Prévert est mort cet après-midi dans sa propriété d'Aumonville-la-Petite, dans la Manche. Il est mort à 77 ans des suites d'un cancer du poumon. Comment ne pas être ému de cette disparition? Jacques Prévert était très connu, très aimé. Prévert s'en est allé. Prévert tire sa révérence et laisse le monde dans le spleen. Grimaud se retrouve tout seul avec ce projet monumental sur ses épaules en deuil. Dans les dernières années de sa vie, le poète voyait très souvent son compère réalisateur pour élaborer leur film, fignoler une scène ou préciser une idée. Lui-même se savait condamné par la maladie et voulait que ce projet post-mortem soit le plus merveilleux possible, un genre de testament artistique. Il a pris un soin tout particulier pour la scène finale. Bon, bien évidemment, je vous en dirai pas plus, à part qu'elle vous laissera avec une grosse boule dans la gorge et les yeux humides. Grimaud témoignera plus tard. Même à la fin, se sachant très malade, ce travail était en quelque sorte pour lui une survie. Il savait qu'il ne verrait pas le film, mais c'était une revanche qu'il prenait. C'est donc Grimaud qui va devoir récupérer ce qui l'intéresse de La Bergère et le Ramoneur, dégraisser le travail à rattraper sur ce film, créer les raccords, se creuser la mémoire sur 20 ans pour combler les blancs, tout en mettant sur pied une équipe d'animateurs, de doubleurs, négocier un compositeur pour la musique... Ah, mais oui, attendez, pause, pouce. M'en voulez pas, mais il faut absolument que je vous dise un mot sur la musique du Roi et l'Oiseau. L'ambiance sonore du film est très particulière. Certaines scènes peuvent se dérouler dans le silence, voire juste une simple ambiance minimaliste. Plusieurs bruitages se rapprochent même de l'ASMR. C'est pourquoi les passages musicaux sont sublimés. Pour La Bergère et le Ramoneur, Grimaud et Prévert avaient fait appel à leur ami Joseph Cosma, qui leur avait préparé avec amour 3 musiques. Mais suite au départ des amis du projet initial, ils ont été choqués d'apprendre que celui-ci ne souhaitait pas les suivre dans leur nouvelle idée et se constituer Team Sarru.
Il estimait en effet qu'il avait fait son travail de son côté et n'avait pas à être mêlé à ce genre de dispute entre créatifs. Ça a été une rupture grave et douloureuse pour eux. Aussi, une fois Le Roi et l'Oiseau en chantier, les musiques composées ont été reprises, mais il en fallait plusieurs autres, soit pour rythmer l'action, soit en tant que chanson, dans le même esprit que le reste de l'histoire. Après avoir approché Maurice Jarre, Grimaud sollicite finalement Wojciech Kilar. Ce dernier, compositeur hongrois mais francophile de cœur, sera rendu célèbre dans le futur pour la bande originale du Dracula de Coppola et de Fantôme avec chauffeur. Eh oui, francophile quoi. Et j'ose affirmer que cette musique sonne à la fois poétique et rêveuse, mais se tourne parfois aussi vers de l'Indiana Jones pur jus. Allez, accroche-toi aux marches, John Williams! Nous pouvons revenir à la production du film, qui charbonne pendant 5 ans. Puis, un beau jour de 1980, sort sur les écrans... À la sortie de La Bergère et le Ramoneur, dans les années 50, 2 étudiants en art japonais ont été scotchés par celui-ci. Leurs noms, Isao Takahata et Hayao Miyazaki, alias les fondateurs des légendaires studios Ghibli. Vous savez, Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, tout ça. Ce film a été décisif pour eux et les a motivés comme jamais à ouvrir leur propre studio d'animation. Takahata dira même « Ce qui est certain, c'est que l'influence de ce film fut pour moi décisive. Je peux affirmer que, sans sa découverte, je n'aurais alors jamais emprunté la voie du film d'animation. C'est dire l'intensité du choc que j'ai reçu alors. » D'ailleurs, vous pourrez retrouver certaines références plus ou moins explicites dans les films Ghibli tirés de cette découverte fondatrice. Mais à la sortie du Roi et l'Oiseau, une nouvelle étape a clairement été franchie dans le cinéma d'animation. Déjà, l'ambition du début de Grimaud a bien été atteinte. Il s'agit bien ici d'un long métrage animé français capable de rivaliser avec les productions Disney. Et il se permet d'y ajouter des personnages complexes et ambigus, ainsi qu'un univers appréciable par les enfants, mais aussi par les adultes. En plus, la qualité artistique du film jette la lumière sur ce genre sous-coté du cinéma, pouvant le faire rivaliser avec les « vrais films » entre guillemets, non seulement pour le public, mais aussi pour les critiques les plus... laxatifs. Grimaud se réjouira d'ailleurs en déclarant a posteriori que le film a été bon pour toute la profession. Au vu de son succès, les producteurs ont constaté que le grand public était prêt pour ce genre d'œuvre et même carrément demandeur. Alors que La Bergère et le Ramoneur avaient été primés à la Biennale de Venise en 1952, Le Roi et l'Oiseau se verra quant à lui octroyer le très prestigieux prix Louis Deluc en 1979. Il s'agit d'une récompense venant couronner les films qui sont estimés promouvoir l'esprit et l'audace français.
On précise que Le Roi et l'Oiseau sera le seul film d'animation lauréat dans toute l'histoire du concours, alors qu'il n'était même pas encore sorti en salle. On remercie d'ailleurs le journaliste et critique Henri Chapier de rafraîchir la mémoire des admirateurs un peu trop tardifs, en évoquant à demi-mot tout ce qu'a dû endurer Grimaud. Il est un peu tard de penser que Paul Grimaud mérite l'Académie et les plus grands prix. Il est temps peut-être de penser qu'il n'a jamais eu l'argent pour continuer de faire des films qui ont enchanté le public. Et je crois qu'il est peut-être temps de ne pas toujours accorder un prix lorsqu'on n'a pas résolu un problème. Autrement dit, le prix de Luc est plus que mérité, mais il faut s'occuper d'urgence du dessin animé en France et de Paul Grimaud. Même s'il est tout à fait adapté pour des enfants d'aujourd'hui, je pense que selon les personnes, c'est le genre de film qui passe ou qui casse. C'est vrai, j'ai parlé de l'ambiance sonore très épurée. Du peu de dialogue, des décors parfois oppressants, pas de rebondissements en cascade. Et pourtant, figurez-vous que les quelques personnes de mon entourage qui connaissent le film en gardent toutes un souvenir très vif et très ému. D'ailleurs, pendant que j'élaborais ce scénario, j'ai été amusée de constater que beaucoup d'éléments de mon quotidien me ramenaient fréquemment à ce film. Comme si le monde me confortait dans mon choix et validait ce petit projet. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo du Clap à ce sujet, qui se demande pourquoi le film a été oublié. Je me souviens à quel point j'avais poncé la VHS durant mes jeunes années. Le Roi et l'Oiseau m'a proposé un univers animé qui ne mise pas sur le spectaculaire multicolore à la Disney. Ça peut être sombre comme un Don Bluth, mais infiniment poétique. Je me souviens quand j'étais gamine, alors que je le connaissais déjà bien par cœur, le moment où j'ai été assez grande pour verser une larme à la scène finale. D'année en année, j'ai de plus en plus fait attention à la beauté de l'animation et des décors. Et aujourd'hui, je suis devenue une grande duduche qui reste toute retournée en écoutant la bande originale. Finalement, plus je le revois, plus je remarque de nouveaux détails ou symboles qui m'épatent toujours plus. Alors c'est sûr, Le Roi et l'Oiseau fait partie de mes films d'enfance, alors je suis peut-être un poil trop subjective. Mais hey, rappelez-moi le titre de la vidéo, s'il vous plaît ?